Bonjour, ici Daniel Dargy, président de l'Union des professionnels du Québec. Aujourd'hui, nous désirons vous parler du thème de comment intégrer l'éthique dans la gouvernance des ordres professionnels. Et pour ce faire, je reçois Marie-Josée Noël, qui est comptable, CPA-CGA et aussi qui a un diplôme de deuxième cycle en éthique. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Daniel. Bonjour. Avant de commencer, Marie-Josée, je veux juste faire une petite introduction ou une petite clarification dans ce que j'ai dit comme titre éthique pour la gouvernance des ordres professionnels. On veut faire la différence entre l'éthique que possèdent les professionnels face à leurs clients ou leurs patients et l'éthique qui devrait ou qui existe ou qui est à améliorer, disons, ou qui existe chez les ordres professionnels face aux membres professionnels qui font partie des ordres professionnels. Puis, mentionnons-le en passant, au Québec, pour pouvoir exercer une profession, il y a 55 professions, médecin, vétérinaire, ingénieur, notaire, orthopédagogue, en tout cas, il y a plusieurs professions. Pour exercer une profession, une de ces 55 professions-là, il faut faire partie d'un ordre professionnel qui a vraisemblablement doit avoir une éthique et aussi un code de déontologie pour ses membres et tout ça. Mais revenons maintenant à comment intégrer cette éthique-là chez les ordres professionnels, parce que vraisemblablement, et pourquoi on veut en parler, vraisemblablement, il semble y avoir quelque chose qui est à améliorer ou à ajouter. Parce que la raison, c'est que moi, personnellement, comme président de l'Union des professionnels du Québec, je reçois beaucoup de téléphones de professionnels qui sont en détresse face à des inspections d'ordre professionnel, face à des limitations, des radiations, et qui ne comprennent pas souvent pourquoi toutes ces décisions-là et ces sanctions-là. Et parfois, ça va même, et j'en connais quelques-uns, jusqu'au suicide. Malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut en parler un peu? Explique-moi un peu, on a parlé un petit peu avant là, de différents traits, parce qu'il y a la communication là-dedans. Donc, je te laisse parler maintenant par rapport à cette éthique-là pour les gouvernances. Bien, en premier, quand tu parles de l'éthique des professionnels, c'est que justement, pour avoir décidé d'étudier pour devenir professionnel, c'est qu'on avait une motivation d'agir. Parce que c'est les valeurs qui nous habitaient, qu'on avait le goût de s'investir dans une profession pour en même temps mettre à contribution nos connaissances, nos compétences pour aider nos clients, puis pour protéger l'intérêt public. L'intérêt public, oui. Exactement. Donc, cette éthique-là qu'on a de façon professionnelle fait partie de notre identité professionnelle. Très bien. Puis c'est dans notre manière, dans le fond, d'exercer notre profession, dans nos pratiques, que de la manière qu'on va interagir, que notre éthique professionnelle va se manifester. Quand on arrive pour parler de l'éthique, de la gouvernance des ordres professionnels, c'est qu'au départ, quand on a étudié pour devenir professionnel, puis qu'on devient membre, bien là, on vient qu'on fait partie d'un groupe. Puis en faisant partie de ce groupe-là, bien, on porte tous, dans le fond, on est tous co-responsables de protéger le public. On partage un langage commun, des pratiques communes pour pouvoir faire justement évoluer notre pratique dans le temps. Et l'ordre professionnel, lui, dans le fond, il devient comme responsable de la gouvernance justement des membres pour protéger le public à son niveau en s'occupant, dans le fond, de tous les aspects qui relèvent de l'ordre professionnel, dont les inspections des membres, qu'on a parlé un peu avant la rencontre. Donc, l'éthique au niveau de la pratique des professionnels, bien, ça va être dans l'interaction entre la mission de l'ordre professionnel, mission, vision, valeur. Puis concrètement, terrain, c'est quoi les moyens qu'il met en place pour actualiser cette mission-là? Et les professionnels sur le terrain, bien, eux autres, c'est là qu'ils vont voir entre les valeurs affichées puis les valeurs pratiquées, est-ce qu'il y a un écart? Puis comment qu'on peut le voir s'il y a un écart, c'est les émotions qu'on va vivre.
Quand disons qu'on est confronté à notre ordre professionnel, disons dans une vérification, puis qu'on sent qu'on est respecté, que le cadre est clair, que tout a été bien établi, on va vivre des émotions agréables ou sereines parce que on est comme en harmonie avec nos valeurs. Mais si on se retrouve dans une situation où que ce qu'on nous explique, que ça fonctionne, que ça ne fait pas de sens pour nous, puis qu'on sent que ce n'est pas les bonnes choses à faire, là, on va se mettre à vivre des émotions difficiles, des émotions qui vont même devenir destructives parce qu'ils vont affecter même notre lien de confiance si la personne en autorité n'est pas ouverte au dialogue. Donc, de l'anxiété, toutes sortes de problèmes, là, même de santé mentale. Tout à fait. Tu ne veux pas dire que le professionnel est stupide, mais ce que je veux dire, c'est que le professionnel va être profondément, intérieurement affecté. Oui, parce qu'il va être touché dans son identité professionnelle. Donc, il va perdre ses repères, puis en perdant ses repères, puis en étant contraint à suivre ce qu'on lui impose, bien, ça va lui amener de la détresse. Alors, moi, c'est pour ça que dans ma pratique, je me suis retrouvée à travers mon propre cheminement à connaître l'endroit de Laval. L'endroit, mentionnons-le, comment ça s'écrit, là, EN-droit. Oui, l'endroit de Laval, c'est un organisme qui fait la promotion puis la défense des droits en santé mentale. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'est pas confronté à une crise identitaire ou un conflit de loyauté dans l'exercice de nos fonctions, bien, on n'est pas au courant, tu sais, de pourquoi qu'on pourrait vivre certaines émotions, mais quand on vit des conflits de valeurs récurrents ou qu'on a un conflit de loyauté qui n'est pas pris en charge de la bonne manière, ça l'amène énormément de détresse psychologique. Donc, cette organisation-là, c'est une organisation, quoi, c'est un OBNL, ça? Oui, un organisme sans but lucratif. Qui reçoit des appels de gens en détresse. Tout à fait. Puis, comme nous, à notre organisme, on reçoit beaucoup de professionnels, justement, qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou par rapport à leur ordre professionnel, se retrouvent dans les paramètres dont nous parlons. Qui ont de difficultés de communication. Mais, excuse-moi de te couper, pour en arriver à ce qu'on avait dit qu'on parlerait, il y a 3 types. Là. Quand on veut qu'un climat serein règne, on veut que la communication existe, le dialogue respectueux. Et pour ça, bien, à ce qui paraît, tu me mentionnais par rapport à un livre que tu as lu, 3 types de caractères de personnes. Peux-tu brièvement nous les mentionner? Oui. Le livre aussi. OK. Dans le fond, là, tout est basé sur les communications non violentes. Donc, parce que justement, pour être dans le respect, c'est des communications non violentes, puis c'est la philosophie qui a été développée par le psychologue Marshall Rosenberg. Puis Fletcher Pickup a écrit un livre qui s'appelle « Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes ». Donc, le livre, si on veut en référer, on peut l'acheter. Oui. Arroser les fleurs et non pas les mauvaises pas herbes. Les mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce livre-là? Ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'une simplicité élémentaire, puis c'est basé sur le fait que ce qui va bien, faites-en plus, ce qui va mal, arrêtez d'en faire. Puis au lieu de se poser tout plein de questions pour comprendre la cause du problème et tout, c'est plutôt de se poser des questions pour trouver des solutions. Peux-tu nous mentionner les 3 types là, de personnes? Oui. Il y a les acheteurs. Là, c'est dans une relation. Là. Il faut se mettre en contexte. Là. Le professionnel par exemple, on va mettre une image, on va mettre des cas concrets, un cas concret. Que ce soit un ingénieur, un médecin, un vétérinaire, un psychologue, est inspecté dans le cadre d'une inspection professionnelle par son ordre professionnel qui a beaucoup ou tous les pouvoirs. Et là, il doit y avoir une bonne communication entre les deux parce que le professionnel, lui, pour X raisons, on lui demande de faire des examens, on lui demande de faire des choses qui, selon lui, n'est pas propice à sa condition. Il n'y a pas de syndicat pour se défendre, il n'y a pas le protecteur du citoyen, il n'y a pas la commission des droits de la liberté, il est tout seul par rapport à son ordre professionnel, il n'y a pas de tribunaux externes, impartiaux qui peut venir à son aide. Donc, il est tout seul
face à une entité qui, lui donne le droit de travailler s'il veut. Puis là, ben, ils sont dans un contexte où l'ordre demande ou exige des choses à ce professionnel-là. Et puis là, il doit s'engager à un climat de communication. Donc, il y a 3 types d'individus dans ce climat de communication-là. Tu allais parler du premier. OK. Donc, le premier, c'est l'acheteur. C'est, disons, que la personne fait son enquête et tout, elle vous explique, ça fait du sens, fait que vous, en écoutant tout ça, puis comprenant que son objectif, que c'est de vous aider à vous améliorer pour protéger le public, bien là, ça fait du sens, vous écoutez ça, puis vous dites, bon, ben moi, je vais me former, me mettre à ce que vous me demandez, parce que j'en reconnais la légitimité. Ça, ce sont les acheteurs. Le deuxième style qui existe, c'est les plaignants. Disons que l'ordre vous a enquêté, puis que là, elle arrive avec les mesures qu'elle décide que vous devez mettre en place. Mais là, si vous arrivez, puis que vous dites, oui, mais, tu sais, je ne peux pas retourner aux études, puis que là, vous mettez comme en place toutes les contraintes que ça vous amène, puis les conséquences que ça vous apporte, mais pour la personne qui vous écoute, elle, dans le fond, vous devenez un peu comme son avocat du diable, parce qu'avec tout ce que vous soulevez comme problématique, sont supposés l'avoir déjà réfléchi avant, puis être en mesure de vous donner des arguments de réponse qui vont vous rassurer pour vous montrer, ah, OK, ils ont pensé, puis ça, c'est les meilleures choses pour moi. Puis une fois qu'ils vous ont donné tous les arguments, bien là, il n'est plus supposé rester de problématiques pour, dans le fond, collaborer avec ce que l'ordre professionnel demande. Par contre, le plaignant peut être le plaignant ordre professionnel. C'est pas seulement le plaignant professionnel, ça peut être l'ordre qui est le plaignant. Dans le sens que l'ordre se plaint que tu n'as pas réussi l'examen et que tu dois faire retourner à l'école ou que tu dois être limité ou que le professionnel ne peut plus exercer pendant un certain temps. Le professionnel peut considérer que c'est abusif. Et là, dans ce climat de discussion-là, ben, il y a pas... c'est autant l'ordre qui est plaignant que le professionnel et il faut qu'il s'engage. Lorsque le professionnel arrive avec des rapports qui expliquent à l'ordre que voici comment ça devrait se faire, parce qu'il y a des experts qui ont dit que dans ma condition, on devrait faire ça, et je n'ai pas de plainte de public, je n'ai personne qui s'est plaint de mes rapports ou de mes projets ou de mes... Il n'y a aucun client, tous mes clients sont satisfaits. Mais que malgré ça, l'ordre insiste pour établir des sanctions dures à envaler pour le professionnel, alors qu'il a vraisemblablement rien fait de mal. Alors, à ce moment-là, comment on peut réussir à dialoguer ou communiquer quand il y a une insistance? Là, tu me parlais aussi d'un troisième type, là, parce que le premier, c'est l'acheteur. Le deuxième, c'est le plaignant. Donc, tu dis, on dit oui, mais, mais... On pourrait dire oui, mais regardez, j'ai un rapport ici qui dit voici la solution qui est propre à ma situation de vie de personne. Mais si l'ordre dit oui, mais nous, on n'est pas une université, oui, mais nous, on n'est pas un organisme de formation, oui, mais nous, on n'a pas à faire ça, bien, à ce moment-là, lui, le professionnel qui était de bonne foi, en cherchant des solutions, ne se sent pas écouté. Il ne peut pas arriver à des solutions. Donc, on se retrouve devant le troisième type. Mais ce que je pourrais dire sur ce que tu viens d'évoquer, c'est que justement, on parle de communication non violente. Donc, il faut que, quand je suis en communication avec un plaignant, que je sois conscient qu'il est plaignant pour moi-même, dans l'écoute de ce qu'il m'allègue, d'apporter les éléments pour le rassurer. Mais si des deux côtés, on se retrouve avec un plaignant qui n'a pas d'écoute puis que chacun demeure sur son côté, bien là, on va être dans des communications violentes, dans le sens que ni un ni l'autre ne sera satisfait, puis on va se frapper l'un l'autre. Puis celui qui va écoper, c'est celui qui doit payer pour se justifier, c'est celui qui doit payer pour faire tous ces rapports-là, alors que l'ordre ou l'institution, ils ont les avocats payés, ils ont des pouvoirs, ils ont tout
On n'est pas sur le même rapport de force. Bien, ça, c'est important ce que tu viens de dire, parce que justement, c'est la responsabilité morale et légale des personnes qui sont en autorité de s'assurer justement de ne pas abuser de ce pouvoir-là pour imposer des mesures qui seraient non éthiques. C'est pour ça que quand on travaille au sein d'un même ordre, l'objectif commun étant la protection du public, mais le membre, si on veut qu'il puisse collaborer à pouvoir justement s'améliorer pour protéger le public, mais il faut que son ordre soit à l'écoute des besoins de cette personne-là, d'écouter ce qu'elle propose. Parce que si au bout, on se rend compte que ce qu'elle propose, c'est aussi bon que ce qu'on avait pensé, bien, justement, tout le monde va être gagnant. Puis c'est ce qu'on doit faire. Puis c'est la responsabilité morale et légale des autorités, des ordres professionnels, d'assurer que les professionnels vont être respectés, qu'on va respecter leurs droits, puis qu'on va respecter leur intégrité physique et mentale. Mais avant d'aller plus loin dans ce domaine-là, j'aimerais finalement que tu parles du troisième type, parce qu'on a parlé, je vais en revenir, puis je veux vraiment l'aborder pour venir à passer ces trois types de caractères-là. On a parlé du premier qui est l'acheteur, avec qui on a une relation facile, où il y a une communication, on comprend bien, puis on arrive à une entente. L'autre qui est le plaignant, ou les plaignants, avec qui on a de la difficulté parce qu'il y a toujours des oui mais, des oui mais, oui mais. Puis là, il y a le troisième. Est-ce que tu peux nous donner, c'est quoi ce troisième-là? Le troisième, c'est le visiteur. Le visiteur. Le visiteur, c'est la personne que pour elle, là, il y a des problèmes, mais elle ne fait pas partie du problème, c'est les autres le problème. Puis elle n'est pas intéressée à s'impliquer parce que pour elle, là, c'est les autres que ça leur revient. Fait que cette personne-là, c'est clair que c'est difficile de pouvoir établir une collaboration parce qu'on est aux antipodes, là. On n'a rien en commun. Fait que, puis il y en a beaucoup de visiteurs. Puis les visiteurs, souvent, on est porté à mettre des étiquettes, dire « Ah, c'est un visiteur, il n'y a rien à faire ». Mais dans le fond, pourquoi que la personne est un visiteur? Il y a souvent bien des raisons en arrière de ça. On ne connaît pas son vécu, on ne connaît pas son expérience. Donc... Puis l'organisation est peut-être structurée à ce qu'elle soit visiteur aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Déresponsabilisation. Il y a beaucoup de choses, exactement. Donc, la chose à faire quand on est en présence d'un visiteur, c'est de commencer à établir une relation de confiance. Puis pour ce faire, il faut commencer juste à établir un dialogue avec la personne pour venir qu'à trouver un point commun qui vont faire que tranquillement, on va développer une relation sur laquelle on va pouvoir après ça bâtir. Donc, je donne l'exemple. Si disons que sur son bureau, la personne a une photo de son fils qui joue au hockey, bien juste des fois, puis partir de quelque chose de la personne, puis dire « Ah, c'est votre fils », puis qui commence à dire « Oui, il joue au hockey, puis moi, je le coach », puis là, il va peut-être venir vous parler que ça fait longtemps qu'il coach, que pour lui, l'éthique du sport, c'est important. Puis tranquillement, ça nous amène à comprendre plus qui est cette personne-là par rapport au sujet dont on a à travailler en collaboration. Fait que si on est honnête avec cette personne-là, qu'on prend le temps vraiment d'établir une relation pour vrai, bien moi, je vous dirais par expérience que c'est souvent chez les visiteurs qu'on va aller chercher les meilleurs collaborateurs parce qu'ils vont se sentir entendus, compris, respectés. Puis souvent, c'est des gens là, qui ont beaucoup apporté. C'est souvent ceux qui sont comme plus marginaux, mais c'est souvent ceux, justement, qui ont une richesse à apporter et qu'on se prive quand on ne prend pas le temps de travailler avec eux. Je comprends parfaitement ce que tu dis parce que je peux l'imaginer, toi, dans un contexte où tu as été pratiquement toute ta vie relation employeur-employé, où il y avait une structure hiérarchique, où il y avait... c'est pas la même contexte, puis même si ça se ressemble beaucoup entre ordre professionnel et professionnel, où il n'y a pas le rapport de salarié, mais quand même il y a un rapport de pouvoir, où cet aspect humain-là que tu dis, où on peut s'intéresser à la personne ou amener des points, c'est intéressant. C'est parce que j'ai déjà appliqué moi-même dans d'autres situations, puis effectivement, ça fonctionne quand on essaye de s'intéresser à l'humain, d'arriver à quelque chose comme ça. Malheureusement, je suis obligé de le dire,
je veux pas être négatif ou défaitiste, mais quand on est dans une relation où, par exemple, on est travailleur autonome, on n'est pas dans une organisation où tout le monde travaille ensemble face à un employeur-employé, puis on a à traiter avec un ordre où souvent on traite avec l'avocat de l'ordre et non pas avec un autre ingénieur ou un autre. Bien, cette relation-là est dans un climat de respect des déontologies, ou respect des règles, ou respect des normes, et non pas dans un respect humain, ou encore dans un intérêt humain, ou dans une reconnaissance du respect humain. Donc, on est plus dans un contexte, puis c'est souvent, bien, les avocats, malheureusement, il faut le dire, là, c'est qui a raison. Donc, c'est une guerre de bras de fer, à savoir, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, puis c'est dans ce climat-là souvent qu'on est. Donc, on se retrouve, si on est chanceux, avec des acheteurs. Si on peut se retrouver aussi avec des plaignants où finalement on arrive à une entente en fournissant des preuves. Il y a des oui mais finalement on arrive à une entente. Ou sinon, on va arriver avec des visiteurs qui sont autoritaires, appliquent des règles, ne respectent pas l'humain. Et ça dégénère en, malheureusement, harcèlement organisationnel. Mais dans le fond, ce que je peux répondre à ce que tu dis, c'est que justement, quand on ne communique pas de façon non violente, dans le respect des parties pour trouver une solution à un objectif commun, qui est ici de protéger l'intérêt public, puis d'aider le membre, dans le fond, à se réguler dans ces paramètres-là. C'est clair que quand on n'arrive pas à établir ce climat-là, bien, ça devient dévastateur, autant pour l'ordre que pour les professionnels qui se retrouvent là-dedans. Tout le monde est perdant. Parce que dans le fond, on est en train de passer à côté de l'essentiel. Puis malheureusement, ce qui arrive, c'est que en déontologie, justement, on est beaucoup dans une approche application, conformité des règles et des normes. Puis les avocats, eux autres, sont dans un paradigme, comme tu disais, que c'est un contre l'autre. Tandis que quand on sait que l'éthique précède le droit, puis que l'éthique, dans le fond, inspire le code de déontologie. Alors, c'est pas ça qui se passe là. Bien, c'est qu'on oublie l'éthique, puis on est juste dans l'application des règles. Puis on perd de vue, puis surtout depuis 30 ans, les sciences se sont tellement développées, les contextes d'action se sont tellement modifiés que si on n'est pas sur le terrain, mais qu'on écrit des règles puis qu'on fait de la conformité, on passe à côté de plein d'informations importantes que seul le professionnel, lui, peut apporter. Puis c'est justement quand il va poser des oui mais, que ça devrait allumer les cloches de son ordre, de dire on va écouter, parce que le but, c'est qu'ils comprennent pourquoi qu'on lui donne ces règles-là à respecter. Puis une journée qu'on va l'avoir comme compris, bien là, on va être bien, mais si on ne prend pas le temps de les écouter, bien l'écart entre ce qui se passe sur le terrain puis les intentions de l'ordre avec les moyens qu'il prend, bien on est comme à deux opposés. Mentionnons, par rapport à ce que tu dis, dans les oui mais, si par exemple le professionnel dit, bien regardez, oui mais... regardez toutes les limitations qu'il y a sur le marché. Oui, mais regardez tous les suicides. Oui, mais regardez tous les gens qui abandonnent la profession. Puis que ça amène pas des lumières, puis ça amène pas de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir régler ça. Et puis que c'est toujours, comme tu dis, dans l'application des règles puis des sanctions. Bien, à ce moment-là, on arrive devant une impasse. Puis c'est là qu'on commence à parler justement, quand le dialogue est impossible, quand la personne n'a pas d'espace pour se sentir entendue, compris par rapport à son ordre qui est supposé être là pour l'aider puis le soutenir, c'est là que la détresse psychologique va arriver.
Parce que la personne qui est en autorité, en n'étant pas ouvert à pratiquer des communications non violentes, en n'étant pas intéressé à s'ouvrir à ce que le membre, est-ce que c'est un plaignant, est-ce que c'est un visiteur, quand ils n'ont aucune ouverture puis qu'ils sont juste dans l'application de la règle, bien c'est là que ça devient dangereux pour le professionnel puis que la détresse arrive, puis on va pouvoir même parler de harcèlement institutionnel. Donc, harcèlement institutionnel, j'ai entendu parler aussi d'une autre définition, harcèlement organisationnel, harcèlement systémique. Ouais. C'est toutes des définitions qu'on donne à des entités qui appliquent des règles, des règlements, qui ne regardent pas l'humain, puis qui arrivent à des dépassements de grande détresse. Puis tout à fait. Puis au début, le 25 novembre 1999, pour être bien précise, là, j'avais assisté à mon premier colloque en éthique. Puis il y avait un philosophe qui disait que ce qu'il y avait de plus dangereux comme corruption, c'était pas le fonctionnaire corrompu, mais c'était la personne, dans le fond, incompétente. Parce que celle-là, là, elle peut faire plein de dommages, puis elle s'en rendra jamais compte. Puis moi, ce que je sens avec la plupart des professionnels qui viennent cogner à notre porte, c'est que les ordres professionnels, parce qu'on parle de ça ici présentement, sont vraiment dans une approche juridique, déontologique, et ils n'ont pas développé la compétence éthique. Alors, ils ne savent pas qu'ils l'ont pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Exactement. Fait que ça, Ils ne veulent pas écouter qu'ils ne savent pas. Bien là, pour l'instant, on pourrait dire ça, mais la journée, grâce au professionnel qui, lui, va être capable de mettre en lumière ce qu'on parle, là, ils vont comprendre qu'ils ne savent pas. Puis c'est là que le début de développement de la compétence éthique peut arriver. Par rapport à ça, je veux juste glisser un mot par rapport à un bon livre que tu as amené, que moi-même j'ai acheté. Je n'ai pas eu la chance de tout le lire encore. Est-ce que tu veux en parler ou tu veux que je le prenne? C'est un livre qui s'appelle « L'exécution ». C'est par le docteur Albert Benaïm. Je vous conseille d'acheter ce livre-là, ceux qui sont professionnels et qui ont des démêlés avec leur ordre professionnel, pour mieux comprendre les réalités qu'on est en train d'expliquer et comment que ce médecin-là, puis je peux vous dire que ce qu'il y a là-dedans, ça s'applique autant aux autres professionnels, des autres ordres professionnels. Qu'est-ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu et comment ça s'est affecté sa vie, sérieusement, autant financièrement, autant psychologiquement, autant de grande détresse, d'anxiété. C'est pas descriptible, toute la détresse qu'il y a là-dedans. Puis moi, je le sais parce que en regardant ce livre-là, en lisant, puis aussi, si vous regardez sur Internet, vous allez voir des vidéos par rapport à des témoignages. Moi, je reçois des téléphones, là, des gens qui sont complètement dévastés, détruits. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis content que tu sois venu faire cette vidéo-là avec moi, pour les gens, pour qu'ils soient mieux conscientisés aux réalités. Qu'on ne peut pas imaginer que les professionnels vivent la grande détresse au Québec. Puis justement, cette grande détresse-là, il y a un autre livre là, dont je voudrais vous parler, « Les loyautés multiples ». OK. Donc, qui est sous la direction de Jennifer Centeno et Luc Bégin. Luc Bégin, qui est professeur en éthique, ici au Québec. Oui, à l'Université Laval. Puis dans le fond, là, ce qui est super... tout le livre est intéressant parce qu'il vient de mettre en lumière beaucoup là, pour répondre à ce qu'on vit comme mal-être au travail comme professionnel. Là, ils reprennent beaucoup dans ce livre-là les différents paramètres dont ce qu'on parle. Puis une des choses que je tiens à préciser, c'est que souvent pour les autres professionnels, bien, ils vont dire si, disons, que le professionnel qui a comme un problème, ils vont dire bien, c'est comme lui, personnellement, de la manière qu'il prend les choses. Plutôt que de reconnaître que le professionnel, c'est comme sujet avec la fonction qu'il occupe, qui s'adresse à eux. Donc, les autres professionnels ont une responsabilité dans la manière de communiquer avec les membres parce que c'est justement cette manière-là qui va avoir des impacts sur leur santé mentale. Donc, quand on sait qu'on a des droits, que notre ordre professionnel est là pour protéger nos droits et notre intégrité physique et mentale,
bien, ils ont une responsabilité de questionner leur pratique, de la manière qu'ils agissent par rapport à nous, avec les conséquences qu'on peut, justement à cause des conséquences qu'on peut avoir sur notre santé mentale. Donc, la santé mentale, les répercussions sur la personne, son développement, sa santé mentale, c'est important. Puis, les professionnels qui sont en détresse peuvent appeler là, à l'organisation, l'OBNL, qui s'appelle En droit de Laval, où ils peuvent avoir de l'aide. Oui, exactement. Il y a des gens qui écoutent ou comment ça fonctionne? Oui. Dans le fond, là, l'Endroit de Laval, il y a beaucoup d'autres organismes dans tout le Québec là, pour la promotion et la défense des droits en santé mentale. OK, ouais. Vous pouvez entrer en communication avec eux. Puis eux sont justement là pour écouter, puis vous faire connaître c'est quoi vos droits, puis comment les exercer. Oh, c'est très bien ça. Donc, on a une porte de sortie, une autre avenue possible si jamais la communication ne fonctionne pas dans un contexte où ce qu'on veut essayer d'arriver à une entente, mais parce que la santé mentale, c'est important, puis il faut que la personne, on puisse la respecter dans ses droits et libertés à travailler dans la dignité. Puis, chose importante, Dr Binam avait, suite à son livre, puis qu'il avait son site Facebook avec des milliers de professionnels en 2018, il a même rencontré Sonia Lebel pour la mettre au courant, justement, qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir par rapport aux ordres professionnels pour s'assurer de l'intégrité des personnes et des processus. Sonia Lebel en avait pris bonne note, elle était supposée faire quelque chose, mais j'ai rien entendu à ce jour. Puis pourtant, le gouvernement ne cesse de parler de l'importance de la santé mentale. Puis là, il ne se passe rien encore, parce que moi, je reçois, par exemple, j'ai des exemples de cas de professionnels qui sont rendus à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars de dépenser de leur poche pour se faire écouter par leur ordre parce qu'ils ne réussissent pas à avoir été une écoute par la Commission des droits de la personne. Ils ne réussissent pas ou à temps ou dans un délai raisonnable parce qu'ils sont menacés de perdre leur profession ou de l'avoir limitée puis d'être attaqués. Donc, aucun aide de la Commission des droits de la personne, aucun aide de la protecteur du citoyen. Ça coûte une fortune pour aller devant les tribunaux. Donc, devant ça, ils n'ont pas autre choix que de recevoir la sentence et ou encore d'essayer de se défendre à la Cour supérieure, chose qui coûte encore avec des avocats en droit disciplinaire des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Et tout ça aux frais du professionnel qui, lui, doit dépenser de son dur labeur, de son argent gagné. Imagine-toi, si tu es salarié, oublie ça, c'est impossible, pratiquement impossible. Si tu es à ton compte, tu réussis à faire des dizaines et des centaines de milliers de dollars par année, peut-être tu peux te permettre le luxe d'avoir un avocat pour essayer de te défendre. Mais sinon, il n'y a aucune instance. On est devant un ordre où il y a une armée d'avocats, beaucoup de pouvoir, puis le professionnel qui, lui, patine, pédale, essoufflé, essayer de se faire écouter par personne, aucune instance, comme tu dis. Mais Dr Binam, là, lui, il a évité justement d'aller au tribunal parce que finalement, après des années de durs combats, son ordre professionnel a accepté de faire le dialogue. Bien, il a dépensé des fortunes. Il a dépensé des fortunes pour écrire un livre. Il a fait plusieurs vidéos témoignages. Il a rendu ça sur la scène publique. C'est pas tous les professionnels qui sont aguerris ou ont la capacité financière de rentrer dans un lourd processus comme ça. Et beaucoup, dont un récemment que je connais, un jeune qui venait de sortir de l'université, gradué, même une maîtrise, s'est venu tellement attaqué de son ordre qu'il a, premièrement, il n'a pas été capable de payer d'avocat, il fait une faillite personnelle. Puis deuxièmement, bien, il a décidé de sortir de là parce qu'il n'y a plus moyen de pratiquer. Et ça fait pas 2-3 ans qu'il vient de terminer l'université qu'il travaille dans une grande surface au salaire minimum, alors qu'il était fier d'être un professionnel au Québec. Pour lui, c'est fini, sa carrière est terminée, alors qu'il n'y a pas de plainte de clients. Imagine-toi. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que lui, Dr Binam, il a pu avoir une entente hors cours pour éviter tout le procès parce que finalement,
son ordre professionnel avait accepté le dialogue. Puis dans son dernier vidéo que Dr Bingham avait fait pour donner l'espoir aux professionnels, c'est de dire que la seule solution, c'est le dialogue. Puis que lui, il était venu qu'à être capable de l'établir à ce moment-là, mais que c'était ça l'enjeu qui nous restait. Mais à quel prix? Mais c'est que c'est la responsabilité morale et légale de nos ordres professionnels de nous donner cet espace-là. Dans le cas du docteur Bingham, quand ils ont donné, ça a donné l'arrêt de ces problèmes. Mais pour tous les autres, pour qui ce n'est pas fait, bien, tout le travail, tout est encore là, puis tout est à faire. C'est comme pour chaque personne, cette culture-là, cette façon de faire-là, qui semble établie chez plusieurs ordres, se répète continuellement et essouffle et crée d'énormes dommages et de détresse chez les professionnels. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Sonia Lebel est au courant que le problème de fond, là, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour s'assurer de l'intégrité des personnes et des processus chargés de la déontologie. Elle est au courant depuis 2018, on est à l'aube de 2023, puis il n'y a rien qui est fait. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui voient leur vie détruite et qui se suicident. Alors, une fois qu'on sait ça, puis qu'on s'en parle aujourd'hui, bien, c'est important de se mobiliser pour revenir dire à l'unisson à Sonia Lebel et au gouvernement, nous, les professionnels, on vous demande de nous écouter, de nous entendre et de respecter nos droits en santé mentale. Donc, on vous encourage, vous les professionnels ou même les gens du public qui sont témoins de situations comme ça, de mettre au courant vos professionnels que vous savez, que vous connaissez, et aussi solidaires pour une meilleure condition de travail, pour des meilleures conditions de vie. Et ça, c'est dans l'intérêt du public, parce que les professionnels vont pouvoir travailler sereinement, enfin, puis de pouvoir se faire écouter, bien, il va y avoir plus de professionnels, ils vont travailler mieux, et le public va être mieux servi, au lieu d'être dans un régime inquisitoire, ou de sanctions, ou Donc, c'est dans cet esprit-là. Puis moi, ce que j'encouragerais les gens, c'est qu'en plus de faire comme Daniel vient de dire, ne vous gênez pas pour appeler votre député puis le sensibiliser à cette problématique en mentionnant que Sonia Lebel est au courant de la problématique, parce qu'il nous revient à nous, les professionnels, de prendre notre place pour défendre nos droits en santé mentale, parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui pourra le faire à notre place, parce qu'il y a un vide juridique présentement, puis ça tue des vies. Puis ça l'hypothèque beaucoup la qualité des services puis la protection du public. Donc, on vous invite à contacter l'organisme en droit de Laval et aussi de rentrer membre de l'Union des professionnels du Québec, qui est autant pour les professionnels que pour le public sympathisant qui veut aider puis avoir de meilleures conditions pour le professionnel. On vous remercie. Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est complet, C'est merci. complet, bon. Donc, on vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de reportage, témoignage, entrevue. On a malheureusement étendu beaucoup le sujet. On est passionné, on fait ça gratuitement pour vous. On n'est pas payé, on n'a pas de revenus pour faire ça. On fait ça du mieux qu'on peut, le plus professionnellement possible, très humblement, puis avec beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, parce qu'on vous aime. On aime le public. Puis on veut que les choses, on aime les professionnels, on veut que le climat serein existe, on veut que la paix. Puis on fait pas ça dans le but d'attaquer ou de culpabiliser des gens. On veut juste avoir enfin le droit de souffler, se lever le matin comme professionnel, puis dire « Ah, je m'en vais travailler, je suis fier de ma profession, j'aime ce que je fais, j'aime le public, puis je peux travailler en paix parce que je sais qu'on m'écoute, je sais que j'ai des droits, je sais qu'ils sont respectés, puis je sais que j'ai un gouvernement qui me protège, qui me donne la place et que je ne dois pas à chaque fois justifier ou payer pour essayer de me donner du crédit ou essayer de me justifier. Donc, je te remercie encore. Merci à vous tous et à la prochaine.